Vous écoutez ACAM, le podcast en duo, Made in Luxembourg, léger qui picote, et donne envie de changer. Anne-Claire et Camille aux commandes. Et si on parlait de bien-être et de mieux vivre autrement ? Prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, de la planète aussi, sont des thématiques qui nous inspirent, nous portent, nous parlent. Avec légèreté, fraîcheur, rire et bienveillance, nous vous partageons nos connaissances et nous invitons des experts. Et ensemble, réinventons le monde. Avec Anne-Claire et Camille, ça pétille, ça sourit et ça frémit. Alors, nous poursuivrons notre cycle consacré à l'apprentissage. Le fait d'apprendre doit être quelque chose auquel, tout au long de la vie, on peut prendre du plaisir. C'est ce que nous a expliqué Sophie Lederner et avec lequel nous sommes bien évidemment d'accord. Du coup, nous nous sommes dit que nous aussi, nous pouvions apporter notre pierre à l'édifice et vous expliquer aux uns et aux autres comment, grâce à la nutrition, qui est la spécialité de Camille, ou la sophrologie, que j'aborde moi, vous pouvez avoir des outils supplémentaires pour prendre plaisir, pour faciliter l'apprentissage. Alors Camille, commençons par toi. Et je me disais, quand j'étais petite, ma grand-mère me serinait toujours « Anne-Claire, mange du poisson pour avoir une bonne mémoire ». Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a effectivement des aliments qui favorisent l'apprentissage, donc la mémorisation et la restitution ? Alors je pense que ta grand-mère avait tout à fait raison. Ah, je savais bien. Parfois les dictons populaires, on ne sait pas trop d'où ils sortent, mais celui-ci, il est bien justifié. Alors en effet, le poisson va contenir beaucoup d'oméga 3, donc pour les petits poissons gras, les petits poissons type sardines, maquereaux, saumon, ils vont être riches en oméga 3. Retenez vraiment ce mot oméga 3. Donc l'oméga 3, c'est un bon gras qui est anti-inflammatoire et qui va vraiment aider votre corps dans toutes ses fonctionnalités. Donc le cerveau, qui est constitué majoritairement de gras, va avoir besoin de cette bonne source de graisse, ainsi que toutes nos membranes lipidiques. Donc nos membranes, notre peau en fait est constituée de gras. Donc c'est vraiment nécessaire à toutes les fonctions cérébrales, et d'autant plus pour les petits enfants. Parce à cette période de vie, en fait, on est en train de tout construire. Donc c'est important d'avoir les bons aliments, les bons nutriments pour se construire au mieux pour sa vie de futur adulte. Donc c'est pour ça que c'est vraiment aussi important de faire attention à la nutrition de la femme qui est enceinte et de l'enfant dans ses premières années de vie. Donc les oméga 3 vont aussi aider pour les neurones. Donc les neurones, bien sûr, le cerveau, neurones, oméga 3, ça c'est vraiment trois concepts qui peuvent être vraiment liés, parce que d'avoir des oméga 3, ça va permettre d'avoir des bons signaux au niveau électrique et au niveau des neurones, et des bonnes connectivités en fait. Voilà, s'il faut retenir quelque chose au niveau du cerveau et des oméga 3 et des bonnes graisses, ça serait ça, vraiment cette bonne connectivité pour que votre cerveau soit à même de faire les liaisons et d'avoir on appelle ça une connectivité neuronale optimale. Donc les acides gras polyinsaturés, donc qu'on appelle entre autres oméga 3, ils vont aussi aider dans la fluidité des membranes, ils vont aussi s'incorporer, ils vont avoir en fait un impact dans l'activité et aussi induire des changements dans les comportements. Donc, dans les comportements généraux ou du cerveau particulièrement ? Du cerveau, mais de manière générale, vraiment l'oméga 3 a une grande valeur. Donc, à l'inverse des mauvaises graisses saturées et voire trans qu'on peut retrouver dans des produits industriels, et bien sûr du sucre. Donc si on prend par exemple le combo frites soda, donc là c'est sûr que ça va pas avoir les mêmes effets sur le cerveau que un bon poisson avec des haricots verts par exemple. Effectivement, on se régale à l'idée de nourrir notre cerveau. Mais du coup, ces oméga 3, tu as parlé des petits poissons, mais est-ce qu'on les trouve ailleurs dans l'alimentation ? Alors oui, bien sûr, donc les petits poissons, ça va être vraiment la source
principal, entre guillemets. Donc on va préconiser de manger 1 à 2 fois des petits poissons par semaine. Donc juste pour faire le point sur ces petits poissons, on parle de sardines, maquereaux, harengs, le saumon aussi, mais il est un peu plus gros, donc potentiellement il a plus de toxiques à l'intérieur, parce que plus le poisson est petit, moins de temps il vit à l'intérieur des mers et moins de temps il a à être, Il absorbe. il est pollué en fait. Mhm, Donc mhm. c'est pour ça qu'on dit 1 à 2 fois par semaine maximum, parce qu'il y a quand même une Des certaine résidus. pollution dans ces poissons. Donc ensuite on va les trouver dans les amandes. Donc les amandes entières avec la peau peuvent contiennent des oméga 3. On trouve aussi dans les graines de chia, dans les graines de lin. Mais alors attention, les graines de lin, il faut penser à les moudre, parce que sinon elles ressortent intactes. Ah oui, c'est celle qu'on trouve parfois sur les pains, et effectivement, elle décore élégamment Nos sels. nos sels. Oui, parce que c'est vrai que des fois, le marketing fait en sorte qu'on achète ces fameux pains en graines de lin, mais si les graines de lin ne sont pas moulues, notre organisme n'est pas en mesure de les concasser, tellement l'écorce autour est dure en fait. En gros, elle transite, point. C'est ça. On va retrouver aussi des oméga 3 dans les huiles. Donc ça, c'est surtout pour les végétariens, ça va être vraiment un bon apport. L'huile de colza, l'huile de lin, elles ont un très bon rapport oméga 3, oméga 6. Donc vous devez souvent entendre ces notions. L'oméga 3 étant plutôt anti-inflammatoire, et une partie des oméga 6 sont plutôt pro-inflammatoires. Donc vraiment, vous pouvez consommer de l'huile de colza, de l'huile de lin au quotidien avec une bonne huile d'olive, et vous aurez vraiment des bons apports. On peut retrouver aussi des oméga 3 dans les œufs, alors si et seulement si les poules ont été nourries avec ces fameuses graines de lin. Ah, mais alors, comment est-ce qu'on sait si elles ont été nourries avec des graines de lin? Alors, tu peux trouver ça généralement dans les campagnes où on vend des œufs, on voit, enfin les agriculteurs donnent des graines de lin. Précise. C'est D'accord. une bonne nourriture pour la poule, mais c'est précisé sur les emballages, c'est généralement très visible. Et là, donc, forcément, si la bête mange des produits riches en oméga 3, ce qu'elle va produire sera aussi riche en oméga 3. C'est Et QFD. exact. Et il ne faut pas non plus négliger les légumes. Alors c'est en moindre quantité, mais c'est toujours intéressant d'avoir bien sûr des légumes, beaucoup de légumes dans son alimentation. Ça va apporter une petite portion d'oméga 3. Donc surtout les légumes verts, comme par exemple les épinards, la mâche, la laitue, ce genre de choses. Et les haricots verts de ton poisson aussi tout à l'heure apportent les oméga 3. Exactement. Alors là, tu nous as parlé de ce qui favorise. Est-ce qu'à l'inverse, il y a, on suppose que oui, mais tu vas nous dire lesquelles, des substances qui entravent cette fonction d'apprentissage? Alors tout à fait, donc je vais en citer plusieurs, mais la principale pour moi c'est le sucre. Donc le sucre, en fait, lorsque l'on mange des produits sucrés, dans le cerveau, on a un système de récompense grâce à la dopamine. Enfin, je ne pouvais pas vous embrouiller avec trop de noms compliqués, mais en fait, on stimule un système de récompense en fait. Donc sucre égale récompense. Donc quand l'enfant par exemple, ou la personne plus adulte finalement, peu importe, mais va se récompenser avec du sucre, on va induire ce comportement en fait, blessure ou alors manque d'affection ou je ne sais quoi par le sucre. Et en fait ça fait un cercle qui n'est pas forcément vertueux, et en fait c'est une récompense comme par exemple une drogue en fait. Donc c'est pas une activation dans le cerveau qui est vraiment positive. Donc Alors, est-ce que, pardon de t'interrompre, quand les gens nous disent ah ben moi j'ai besoin de ma barre de sucre, ou les jeunes qui disent le soir je prends du sucre pour terminer d'apprendre mes leçons, ils sont complètement dans le faux. en fait, c'est pas qu'ils sont dans le faux, parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, il faut réussir, c'est un peu comme une drogue. Il faut réussir à se désintoxifier du sucre, donc c'est pas si facile comme processus. C'est D'accord. pas on décide d'arrêter de manger du sucre et on ne le fait pas. C'est vraiment, il y a des études qui ont montré que les zones dans le cerveau, en mangeant du sucre et en prenant de la cocaïne, sont les mêmes zones, en fait, activées au niveau cérébral. Donc forcément, si on a l'habitude depuis tout petit de manger du sucre comme récompense, eh ben on a activé ces cerveaux, en fait, ces schémas dans le cerveau qui font que on a besoin de ce sucre en fait. D'accord. Et donc il y a des études scientifiques qui mettent vraiment en évidence ce constat qu'une surconsommation de sucre, de graisse bien sûr et d'additifs, ça peut perturber l'apprentissage des jeunes. Additifs. Alors, lesquels, dans quelles circonstances, qu'est-ce que tu nous préconises? Alors les additifs, donc il y en a de tout ordre, mais juste pour vous citer un petit peu une autre étude que je trouve vraiment fort intéressante, c'est
dans une école en Angleterre, on a fait en fait en sorte que les enfants pendant 2 semaines ne mangent plus de produits avec des additifs. Donc les enfants se sont vraiment ont collaboré, les parents aussi et les intervenants, les profs, etc. Et en fait, pendant 2 semaines, ils n'ont pas mangé de nourriture comportant des additifs. Et après 2 semaines, les résultats étaient vraiment édifiants. De l'avis des parents, des profs et des enfants, même eux-mêmes, hein, ils le ressentaient eux-mêmes, ils étaient moins agités, moins impulsifs, vraiment avec même moins de migraines, moins de maux de ventre, moins d'absentéisme et moins de bagarres, de violence. Et donc, c'est vraiment, ces effets ont été validés scientifiquement et donc on a conclu au lien entre les additifs que l'on trouve par exemple simplement dans les sauces, hein, dans tout ce qui est industriel, qui est souvent destiné aux enfants, avec une suractivité, une impulsivité, de l'inattention aussi et des difficultés d'apprentissage. Et c'est fou parce que tu dis en 2 semaines Ouais, seulement, c'est hein. ça. Et après 2 semaines de ce régime sans additifs, les enfants sont vraiment plus calmes, plus concentrés, ils s'endorment plus facilement le soir et il y a vraiment des meilleures relations sociales. Donc c'est franchement dingue. Alors bien sûr, il faut prendre tout ça avec des pincettes, hein. Il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais là en Bien 15 sûr. jours, on voit aussi que les effets Bon. sont hyper rapides avec simplement une suppression des additifs. Alors Oui, il y a une vraie amélioration en c'est tous les ça. cas. Alors, d'autres facteurs? Alors il y a un facteur aussi très très important, c'est tout ce qui est pollution et perturbateurs endocriniens. Donc quand on compare en fait entre ce que l'on mange actuellement et ce que mangeaient nos parents ou arrière-grands-parents, euh, la différence est vraiment énorme. Et on retrouve dans le placenta des mamans énormément de perturbateurs endocriniens que l'on ne trouvait pas à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas vraiment, à quoi on ne peut pas vraiment échapper puisque Ouais. c'est dans notre quotidien. Mais déjà, si on pouvait faire un peu le ménage, en parlant de pollution, sans faire de mauvais jeu de mots, mais donc en faisant attention à l'air que l'on respire, en essayant de vraiment aérer sa maison le plus possible, en essayant de faire attention à l'eau qu'on boit, et puis tout ce qu'on va toucher, en fait, il faut vraiment être conscient de ces choses-là. Par exemple, un berceau d'un enfant, on veut bien faire en achetant un beau berceau tout neuf, mais vaut mieux acheter un seconde main qui aura été utilisé, qui aura le vernis sera un petit peu, enfin les odeurs et tout ce qui émane du vernis et du bois, se sera dissipé, plutôt que d'acheter un berceau neuf qui va donner plein de perturbateurs endocriniens à votre petit bébé. Mais ça peut passer aussi par tout ce qui est textile, donc bien laver ses textiles avant de les mettre. En fait, vraiment tous les produits ménagers, il faut vraiment faire le plus basique possible, le plus simple. Revenir aux Oui, c'est choses un ça. petit peu de nos arrière-grands-parents presque. Aux produits, là encore, qui sont pas, Vinaigre, voilà, qui ne voilà sont des pas choses. mélangés à d'autres et qui ne sont pas de... C'est ça, on veut toujours plus d'odeur, que ça sente bon, etc. Mais souvent, quand ça sent bon, On peut supposer qu'il y ait il y a quelques quelque chose additifs dedans. pour que ça sente très très bon. C'est ça. Donc le cerveau de l'enfant, en fait, est en pleine croissance et tous ces polluants, tous ces perturbateurs endocriniens vont perturber, en fait, au niveau hormonal. Donc c'est quand même du costaud, quoi. C'est intéressant parce que du coup, en se faisant du bien de nouveau, on fait aussi du bien à la planète, puisque tu parlais Exact. de second hand par exemple, et du coup, on prolonge la vie des choses, C'est et ça. finalement, c'est au bénéfice de tous. Ouais, soyons un petit peu écolo, ça ne fera pas de Mais mal. ça, Akam est là aussi pour nous rappeler ces bons principes. Exactement. Et donc on a vu aussi que le mercure, il y avait beaucoup de mercure, donc qui est un métal lourd, qui se retrouve, qui pose problème en fait dans l'apprentissage, dans le langage, dans la mémoire et dans l'attention. Donc on en retrouve de plus en plus. Le plomb aussi qui semble nuire à la reconnaissance des mots, des formes, et ainsi que certains mouvements de motricité précis et de l'hyperactivité. Donc c'est vrai qu'on voit aussi tous ces symptômes en fait, enfin, Oui, ces enfants de plus en plus hyperactifs. Alors ce n'est pas lié qu'à ça bien bien entendu, sûr, c'est mais multifactoriel. effectivement, mais tout ça est vraiment à prendre en compte pour une amélioration de la vie et de la vie de l'adulte futur et de la future personne âgée en fait. Et puis bien sûr, on a les pesticides et tout ce qu'on peut respirer en fait qui est, Ouais. qui est pas très très bon pour notre petit corps. Alors, le cadre, en revenant vraiment précisément à ça de l'apprentissage, est-ce que d'après toi, l'alimentation doit être différente selon les phases de vie, puisqu'il y a des moments où on est plus ou moins
en lien avec cette fonction d'apprentissage. Je veux dire, quand on va à l'école, on y passe 8 heures par jour. Après, c'est différent. C'est ça. Alors, en fait, il y a vraiment des phases clés dans la vie. Donc, bien sûr, il y a l'enfance, la petite enfance où tout va se construire, en fait, au niveau du cerveau, au niveau du corps, en fait. Après, il y a l'adolescence qui est aussi une grande phase de perturbation. Les hormones rentrent en jeu. Là, on sent qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Après, la personne adulte, bon, déjà, tout a été un petit peu mis en place. Et puis après, il y a la personne âgée qui va aussi être importante à prendre en considération. Et donc, si je peux faire un espèce de point par rapport à toutes ces phases de développement, l'important, ça va vraiment d'être, donc comme je disais au préalable, d'avoir des bonnes sources de graisse, donc des bons oméga 3, et puis d'avoir toujours une alimentation vraiment la plus variée possible avec des aliments bruts. Donc, on va essayer de faire un peu la chasse aux produits industriels. Quel que soit l'âge, ça va toujours être intéressant. Et puis on va retrouver donc des aliments, comme je disais, bruts, qui vont vous apporter tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et donc votre corps va se sentir au mieux de son... Enfin, il aura sa pleine Au mieux de capacité. sa forme. Et du coup, le cerveau sera lui aussi En pleine forme. pour pouvoir Irrigué continuer connecté. Donc à là, apprendre facilement. Exactement. Donc là, je vous conseillerais de manger le plus possible aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc toutes les couleurs, faut que toutes les couleurs y passent, du cru, du cuit. Essayez de réduire un petit peu les viandes, moins de charcuterie, des produits laitiers, en consommer, mais un petit peu moins que ce qu'on peut faire habituellement, et que ça reste des aliments plaisir. Et puis avoir un beau taux de vitamine D qui est aussi essentiel, on en parle quand même beaucoup, et d'avoir voilà, des bonnes sources de protéines, de savoir où on va acheter sa viande par exemple, et de revenir à des produits le plus sain possible, le plus local, et si possible bio. Bien, merci pour toute cette belle panoplie. Ça donne envie en même temps de se dire qu'on prend notre assiette en main avec la fourchette. Et du coup, dans un processus d'apprentissage, forcément, à un moment, on va être face à l'examen. Est-ce que dans ce cadre précis, tu as quelque chose à suggérer ? Alors bien sûr, en fait l'examen, donc ça va être une phase où on va avoir besoin de toute son énergie pour réfléchir, pour être concentré sur sa matière, pour se motiver aussi, et être attentif, concentré, c'est vraiment des choses qui vont être importantes à ce moment-là. Et donc il y a un acide aminé, donc une petite brique qui nous constitue, qui va être important, donc c'est la tyrosine. Alors sans vous embrouiller avec des mots compliqués, je vais la faire simple. En gros, il faut avoir cet acide aminé pour être à même d'être le plus concentré possible. Donc là, j'aurais un petit conseil à vous donner, c'est de prendre un bon petit déjeuner protéiné. Donc par exemple avec des œufs, un petit peu de fromage, pourquoi pas de la viande type viande de grison ou un petit poisson quand on est habitué à manger ça le matin, avec un avocat pour des bonnes graisses, un peu d'huile de colza ou de lin pour des oméga 3, et puis pourquoi pas un peu de légumes si on aime ça, et puis des bons fruits et une bonne hydratation, et là déjà on a quelque chose de plutôt pas mal. On est paré pour réussir. Bon, et alors, il y a quelques épisodes de cela, on évoquait le microbiote, qu'on appelle aussi le deuxième cerveau. On peut supposer qu'évidemment, il a un lien avec l'autre. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire concernant la relation, la cause à effet d'un état de microbiote en bonne santé ou des comment est-ce qu'on pourrait dire un peu désagrégé. Ouais, une dysbiose intestinale. Voilà. Et, voilà. Alors en fait, il faut le savoir, nous sommes vraiment ce que nous mangeons. Donc ça va être important de prendre vraiment, de faire attention à notre microbiote. Donc cette fameuse flore intestinale, comme on l'appelait avant. Et donc l'intestin, en fait, est reconnu comme notre deuxième cerveau. Donc bien sûr, qui dit cerveau dit relation entre le microbiote, entre les intestins et le vrai cerveau. Et donc les milliards de bactéries qui l'hébergent sont vraiment impliquées dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires, mais aussi neuronales. Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc l'état de notre microbiote va influencer le fonctionnement de notre cerveau. Ah ah, j'avais bien raison de soupçonner l'affaire. Exactement. Donc quand les bactéries sont en symbiose, donc
en eubiose, c'est quand elles sont en fait il y a une bonne proportion de bonnes bactéries, de mauvaises bactéries, tout va bien. Quand il y a une dysbiose, donc c'est un dysfonctionnement, quand il y a trop d'une bactérie par rapport à une autre, là ça commence à dégénérer. Donc c'est là il va y avoir des problèmes de santé, par exemple des problèmes d'obésité, des maladies inflammatoires de l'intestin, des allergies. Et en fait, ce déséquilibre va impliquer l'apparition de maladies aussi neurodégénératives, comme Alzheimer, Parkinson. Donc c'est des maladies en fait qui sont pas apparues soudainement, mais que l'on voit quand même C'est vrai qu'on en plus parle en de plus en plus. Alors les plus. personnes vivent aussi de plus en plus âgées, mais il y a vraiment un travail sur le microbiote. Alors on en est encore aux prémices, il y a beaucoup de recherches là-dessus, donc on peut rien affirmer, mais en tous les cas c'est des présupposés, c'est des premières pistes pour guérir ou en tous les cas accentuer la nutrition ou d'autres phénomènes pour aider ces problèmes de dégénérescence neuronale. Qui donc, en amont, suppose que on va avoir de plus en plus de mal à fixer des choses, à mémoriser, Exactement, etc. tout à fait. Avant d'en arriver là, il y a toutes les phases. Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que vraiment prendre soin de sa flore, enfin de son microbiote Mm. depuis la plus tendre enfance, ça va être vital. Et donc, par rapport à ce que tu dis là, c'est vrai que souvent on a tendance à dire ah bah non, mon enfant il va pas aimer les épinards ou il va pas aimer le tofu. Mais en fait, on fait souvent des présupposés et l'enfant de base, instinctivement, il a rien contre. Mais il n'a pas d'a Il priori. n'a pas d'a priori contre l'un ou l'autre des aliments. Et donc, essayer de diversifier son microbiote, alors bien sûr en respectant les âges, parce que bien sûr tout petit, on ne va pas donner des aliments trop allergènes, etc. Mais en respectant toutes ces règles, essayer de diversifier un maximum, d'apporter petit à petit le plus de variété possible pour que le microbiote de l'enfant et du futur adulte soit le plus développé, le plus en forme possible en fait. Et je peux témoigner, j'ai 4 grands ados et jeunes qui mangent tous du tofu, garçons et filles. Let's go. Bravo. Merci. Bon, en fait, ce que tu es en train de nous dire, et ici comme pour tout le reste, c'est qu'il s'agit de mettre de la conscience dans ce qu'on fait. C'est La ça. conscience dans ce qu'on mange, dans ce qu'on met dans nos assiettes, dans ce qu'on met dans nos estomacs. Exactement. Et c'est tout à fait ça. Et donc, en parlant de conscience, je crois que tu es bien au fait des choses. Comme Sophie nous parlait de la conscience qu'on peut muscler par la méditation, la sophrologie, je pense que toi, tu peux également nous en dire davantage. Et quelles sont les techniques, selon toi, pour muscler cette fameuse conscience? Alors la conscience, je voudrais juste qu'on la redéfinisse un tout petit peu, en m'appuyant notamment sur le Robert, parce que ça peut paraître quelque chose de flou. Elle est considérée comme la faculté humaine de connaître sa propre réalité et de la juger, comme la connaissance immédiate de notre propre activité psychique. Et elle s'oppose, dans ce sens, à ce qu'on appelle souvent l'inconscience. D'accord? En gros, c'est l'organisation de notre psychisme qui nous permet, et c'est spécifique à notre espèce, de nous sentir exister et d'être présent à nous-mêmes. D'accord? Donc au-delà de cette capacité cognitive qui fait mettre des mots sur des expériences que nous faisons, certaines personnes, dont par exemple Thierry Janssen, qui est un ancien un ancien chirurgien qui s'était intéressé et formé à la médecine corps-esprit, qui depuis est devenu un accompagnant spirituel, lui parle de ce qu'il appelle la pure conscience, ou l'esprit, spirit en anglais. C'est-à-dire, au-delà de ces mots, cette simple présence au monde qu'on peut avoir, cette constatation de ce qui est, et sans jugement. Et finalement, cette présence, on ne peut l'obtenir que si notre mental, mind en anglais, est apaisé et que en plus d'être apaisé, nous avons ce sentiment de faire partie de notre environnement, de ne plus être séparés. Et ce que dit Thierry Janssen, on l'utilise aussi en sophrologie avec ce que nous on appelle la phénoménologie, c'est juste d'être là et d'observer, de supprimer les étiquettes de c'est bien, c'est pas bien, j'aime, j'aime pas. L'instant présent, ça. C'est ça, mais c'est vraiment un état très très particulier. Alors évidemment, plus on va le pratiquer, plus ça va être facile de l'atteindre. Cependant, certaines personnes ne se sentent pas du tout appelées vers ces techniques méditatives parce que ça les angoisse, parce que ça leur parle pas du tout. Alors j'ai envie de citer Thibaut de Saint-Maurice, qui lui est philosophe et qui propose des exercices très concrets que j'avais envie de vous partager pour cultiver cette conscience.
Je trouve qu'ils sont super efficaces et qu'ils sont très simples à mettre en place. Donc le premier, c'est celui du doute. Alors c'est très simple, il suffit de remettre en cause à chaque fois ce qu'on pense comme étant une évidence, tout ce qu'on croit connaître, toutes les réalités qu'on nous a dites sur le monde et sur notre propre existence. Parce que du coup, ça finit au fur et à mesure par nous faire prendre conscience de cette propre conscience que nous avons. Alors n'hésitons pas, Doutons. doutons, questionnons la réalité, le bien fondé de ce qu'on entend, ne disons pas amen à tout ce qui nous est délivré par les médias ou internet ou que sais-je. Une remise en question un petit peu de ce qui nous arrive, de ce qui nous atteint en fait. Tout le temps, voilà, de se mettre dans cette posture. Posons-nous des questions et au fur et à mesure que nous nous interrogeons, eh bien, nous musclons notre propre esprit critique. La deuxième idée, c'est de fabriquer ou de créer quelque chose par soi-même. Donc nous sommes nous-mêmes l'auteur. Alors pourquoi ça peut paraître un peu étonnant? Tout simplement parce que ce que l'on fait, ce que l'on crée, c'est comme une sorte de miroir, c'est un reflet de nous-mêmes. Donc une fois qu'on a cet objet ou cette chose en face de nous qu'on a créé, eh bien à travers cet objet, il y a une partie de nous et ça va nous permettre de prendre conscience de nous-mêmes et puis du coup du monde dans lequel on est. C'est une autre dimension qui s'ouvre en face de Ça, nous. je l'ai remarqué aussi quand, tu sais, des fois, tu veux quelque chose, tu veux acheter du coup quelque chose, et quand tu l'as, après, tu dis, off. Une semaine après, tu y penses déjà plus. Alors que, bah, par exemple, moi, je fais de la couture, et quand je couds mon habit, que après je vais remettre, et c'est une vraie satisfaction, en fait. Voilà, et c'est un peu de toi qui est à l'extérieur de toi et qui reflète ce que tu aimes, ce que tu es. Donc du Exact. coup, ça te positionne tout à fait différemment dans le monde. Et l'expérience que tu viens de nous partager est vraiment intéressante dans ce sens-là. La dernière expérience qu'il propose, eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire, converser. Alors évidemment, Thibaut de Saint-Maurice insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas de débats stériles, hein, comme ceux auxquels Claire, on on est en assiste train en de ce donner moment. plein d'informations intéressantes. Voilà, et justement, on ne parle pas de ces fameux débats politiques qu'on peut entendre à la radio, voire à la télévision, où chacun sort de là encore plus convaincu qu'il a raison que son voisin. Non, non, on parle de ce que nous proposons ici avec ACAM, c'est-à-dire une conversation authentique, le fait d'échanger, de discuter, de communiquer. Ça nous permet d'affiner notre propre conscience et puis de développer aussi cette conscience commune. Parce qu'il y a effectivement une conscience individuelle, mais aussi une conscience collective. C'est ça, puis d'éveiller un peu les curiosités, et de se dire, ah tiens, mon point de vue, finalement, il est... Ah, j'étais convaincue, mais Mais peut-être peut-être que, exactement. Et toutes ces pratiques, donc que ce soit les exercices dont je viens de vous parler, que ce soit la méditation, le mindfulness, la sophrologie, peu importe, elles ont toutes en commun d'élargir notre champ de conscience et d'éveiller justement dont tu viens de parler à l'instant, cette curiosité qui est essentielle. Sophie nous l'avait bien dit, parce qu'elle stimule notre motivation intrinsèque. C'est-à-dire que nous apprenons et nous découvrons pour et par nous-mêmes et non pas en nous préoccupant d'une récompense, d'un examen dont on a parlé tout à l'heure, ou bien d'une sanction éventuelle extérieure. Et puis plus on va stimuler notre cerveau, plus on va développer en fait des réseaux de synapses, enfin pour C'est la ça, faire de simple, nouvelles des connexions nouvelles neuronales. connexions. Et là, ça va être intéressant bah, justement contre ces problèmes de maladies dégénératives. Donc voilà, super intéressant Anne-Claire. Et si on en revient à la sophrologie, donc ton cœur de matière, ton cœur de métier, est-ce que tu pourrais nous parler de la sophro et de l'apprentissage? Qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme information supplémentaire? Beaucoup. Je n'en doute pas. Non, je voulais redire quelque chose d'important. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le fait d'apprendre, d'enseigner, ça veut dire s'adapter. Ça veut dire se faufiler dans des situations un peu complexes parce que les conditions d'apprentissage ont beaucoup évolué. Les enfants, alors là je parle de l'apprentissage un peu scolaire ou universitaire, on est tous maintenant, quasiment tous, à la maison dotés d'ordinateurs, d'internet, etc. Donc d'un accès à la formation qui est particulièrement différent de ce que nous on avait l'habitude d'avoir. Et ça veut dire que tout doit un petit peu changer, mais aussi ça veut dire qu'il y a énormément de sollicitations de part et d'autre. Donc nos techniques, comme on vient d'en parler, permettent au fur et à mesure d'améliorer les capacités d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que d'une part, elles vont réduire considérablement la notion de stress,
Et puis d'autre part, elles vont améliorer les facultés de concentration et de mémorisation. Oui, canalisation en fait, on est tellement dispersés. Moi je le vois Mais moi aussi, je le ressens objectivement. personnellement, hein, je ne vais pas se mentir, mais c'est des fois compliqué en fait de rester concentré et canalisé sur un seul sujet, quoi. C'est vrai qu'on est tout de suite happé par un tas de choses, et c'est vrai que Une notification, un son par-ci, quelque chose par-là, et c'est même fatigant. En c'est fait. fatigant. Donc la sophrologie dans le cadre scolaire, je veux dire, en gros, elle va favoriser l'épanouissement des enfants et de la classe, et donc aussi de l'enseignant, de différentes manières, parce qu'elle va permettre de retourner plus facilement au calme, d'apprendre à canaliser justement cette énergie, d'avoir un climat de classe qui va être apaisé, elle va augmenter cette implication des apprenants, qui sont devenus par ailleurs, on vient de le dire, des zappeurs entre tout ce qui leur est proposé. Et puis, sans s'en rendre compte, ça va procéder au développement vraiment d'un esprit d'entraide, d'une cohésion de classe, et va permettre en parallèle une plus grande autonomie de chacun des apprenants. Donc ça a vraiment cet intérêt de préparer au changement, de préparer à envisager un avenir plus serein, se sentir plus en confiance avec ses propres capacités. Et comme j'aime bien le dire, la sophro permet de passer de la tête au cœur, c'est-à-dire de retrouver ce plaisir d'apprendre dont Sophie nous parlait. Mais évidemment, parce que c'est important aussi, il y a la notion du corps. Le corps ne peut pas être complètement désengagé dans la notion d'apprentissage, parce qu'on sait très bien que, par exemple, pour mémoriser, il y a des gens qui vont être plus kinesthésiques, donc qui vont avoir besoin de bouger, d'autres qui vont être plus auditifs ou visuels. Dans tous les cas de figure, il est important à un moment donné que le corps soit remis en mouvement. C'est pas en étant assis 8 heures par jour sur une chaise qu'on va pouvoir fixer correctement les informations. Ah, ça c'est sûr. Et donc tu parlais des enfants, mais est-ce que tu peux nous donner quelques petits conseils pour qu'ils soient peut-être plus réceptifs, plus concentrés pendant l'apprentissage? Alors effectivement, donc il y a des choses évidentes, c'est-à-dire qu'on est dans la sursollicitation et la surstimulation. Simplement, combien d'activités par jour font vos enfants? Quels sont leurs programmes de journée? Est-ce qu'en sortant de l'école, ils ne sont pas sollicités pour aller faire une activité, aller chez un ami, ensuite aller voir une série sur Netflix ou autre chose? Est-ce qu'ils ont le temps de s'ennuyer? Est-ce qu'ils ont le temps de se poser? Ça, c'est la première des choses à réintroduire dans un cycle de vie normal, et encore plus chez les enfants, parce que de la même manière qu'on prend de bonnes habitudes alimentaires dont tu as parlé tout à l'heure, on va prendre de bonnes habitudes de vie petits et adolescents. Si vous, en tant que parents, si nous sommes toujours dans l'agitation, le faire, se tourner dans tous les sens, ben les enfants, ils vont suivre inévitablement. J'allais dire, c'est aussi les adultes, en fait, ça ne concerne pas que les enfants. Non, surstimulation. C'est une posture d'adulte aussi. Et puis aussi, dans ce qui est important, c'est quand on passe d'une activité à une autre, qu'elle soit intellectuelle ou non, c'est de marquer un temps d'arrêt. Parce que le cerveau, il a besoin de ce temps pour trier, organiser ses informations. En gros, si vous faites votre cours, votre classe, que vous enchaînez un cours de maths, un cours de français et un cours d'histoire géo, et qu'il ne s'est rien passé entre les deux, ou entre les trois plutôt, eh bien, le cerveau, c'est comme si on peut imaginer ça comme un tiroir dans lequel on aurait mis tout plein de choses, et puis après, on referme, et il faudrait que lui-même se trie. Mais c'est pas possible. C'est à nous d'intervenir avant, et pour ça, le cerveau a besoin de rien, de silence, de calme. Oui, c'est vrai. J'avais vu une étude là-dessus qui disait qu'il fallait une heure et demie en gros entre deux activités pour que le cerveau soit vraiment apte à reprendre l'activité suivante. Bon, c'est beaucoup, 1h30, mais bien sûr. Au moins aller s'aérer. Moi, je sais qu'à chaque fois que je finis un travail, par exemple, je vais me balader avec mon chien, je vais cuisiner, je médite ou je fais quelque chose qui va me sortir un peu de cet état de ce premier travail pour enchaîner une deuxième période de travail intense. Oui, aussi parce que du coup, en faisant ça, tu vas l'oxygéner, l'aérer, lui permettre aussi de retrouver une circulation plus
s'apaiser et donc d'être plus facilement concentré sur la tâche suivante. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu une boulimie d'informations, d'apprentissage. On veut lire 10 000 bouquins à la fois, on veut connaître tellement de choses que il y a tellement de sollicitations extérieures que cette boulimie, elle est vraiment palpable. Enfin, on la ressent, quoi. Et c'est encore plus prégnant chez les enfants. Ouais. Pourquoi? Parce que les enfants de 6 ans, ils sont dans un état physiologique où ils ont besoin de bouger. Et nous, on fait strictement l'inverse de ce qui doit être fait. C'est-à-dire à 6 ans, au moment où le corps se construit et a besoin d'être activé, on leur dit assieds-toi sur la chaise et s'il te plaît, tiens-toi droit. Comme ça va bien te stresser parce qu'un dos droit, ton cerveau, il entend stress et du coup, l'information ne passe pas. Donc, attention aussi à ça, à ces moments d'activation, parce que, une dernière chose importante quand même, c'est qu'il n'y a pas une mémoire, mais plusieurs types de mémoires qui se mettent en œuvre et qui vont mettre en œuvre elles-mêmes de nombreux réseaux neuronaux dont on a parlé tout à l'heure, qui vont travailler ensemble. Donc les études sur l'apprentissage montrent qu'on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce que l'on entend ou que l'on se répète, 30% de ce qu'on voit ou qu'on revoit mentalement. Mais on va passer à 50% si on associe le fait de lire, de voir et d'entendre, donc de solliciter différents sens. Waouh, c'est fou, ces chiffres-là, ça donne à réfléchir à comment on apprend finalement, parce qu'on est toujours dans cette même rengaine, finalement, l'apprentissage est toujours identique, quoi. On ne pense pas toujours à bouger, à écouter, à relire, etc. Donc oui, par exemple, si vous avez un enfant qui a du mal à fixer quelque chose, au lieu de le mettre devant un papier et un crayon, eh bien, proposez-lui de le déposer dans la pièce, à différents endroits stratégiques que lui aura décidé, des informations, et de se déplacer, et de créer un petit parcours. Et lui, son cerveau va repérer les lieux qu'il affectionne et les associer à l'information. Il va pouvoir tout remettre en boucle dans sa tête en faisant simplement le parcours, en marchant et après en le répétant mentalement. Donc ça, ce sont des techniques assez simples, je dirais, mais qui vont changer la face du monde et l'état de nerfs des parents qui essayent de faire répéter une... Je sais pas, non, ouais, il y avait effectivement la dictée, je crois qu'on avait parlé aussi de bouger, ou un poème, des tables de multiplication ou autre. Oui, Sophie ira vraiment dans ton sens, je pense. C'est certain. Alors tout à l'heure, on parlait de l'examen et de la nutrition. Est-ce que maintenant, on peut parler de l'examen et de la concentration? Comment on pourrait aider nos auditeurs qui passent un examen ou alors même un entretien d'embauche, avec des techniques simples de sophrologie, de méditation ou de PNL, on peut appeler ça un petit peu comme on veut, qui pourraient vraiment nous donner des astuces du quotidien à mettre en place facilement? Alors, tu as parlé effectivement et tu as cité plusieurs techniques qui ont toutes comme envie de faire deux choses, d'apaiser et d'ancrer. D'accord? Ça, quel que soit le biais par lequel on va l'attraper, c'est ça qui est derrière. Alors, il y a deux facteurs de stress, c'est-à-dire le départ. On a un examen, un entretien d'embauche qui va générer un stress qui va permettre de se mettre en mouvement, donc d'apprendre, de réviser, de se préparer. Ça, c'est OK. Un stress positif, on va l'appeler. Oui, mais attention parce que là, on étiquette. Tu sais bien que je n'aime pas trop. Non, mais c'est pas un stress chronique, en fait. Voilà, mais répété. Par contre, c'est même, sans parler de chronicité, là, on est dans le stress qui va être plutôt problématique, c'est celui qui va s'installer ensuite, lié simplement à la peur. Oui, quand on est figé, quoi. Voilà. Donc là, on va du coup, ce stress va générer un ralentissement du fonctionnement cérébral, simplement parce que le cerveau, à ce moment-là, perçoit un danger, réel ou fictif, peu importe. Pour lui, il y a un danger. Donc c'est le cas quand on est anxieux ou stressé. Alors, il va avoir tendance à bloquer la mémoire, et en particulier la restitution, qui va être jugée non prioritaire par rapport à la situation que lui, notre cerveau, va avoir estampillée comme urgent. Donc, si une information vous échappe, si vous cherchez désespérément à retrouver vos clés, si vous n'arrivez plus à réciter votre cours, si vous êtes embrouillé, vous cherchez un mot, eh bien la première des choses à faire, c'est de réinstaurer la sérénité. Alors, un petit exercice très simple. Vous ayez les yeux fermés ou ouverts, peu importe. Vous allez ralentir la fréquence de votre respiration. Vous imaginez une petite fenêtre juste au niveau du front. Et par cette ouverture, vous imaginez que vous faites circuler de l'air frais en inspirant. Et cet air va rentrer doucement dans votre tête en inspirant lentement. Et de la même manière, lorsque vous allez expirer,
toujours avec une cadence lente, eh bien cet air va ressortir en douceur de cette fenêtre. Et ce mouvement, en passant par cette fenêtre, vous allez le répéter une petite dizaine de fois pour retrouver progressivement le calme. C'est une technique. Une autre technique d'ancrage qui peut se faire, c'est simplement de se focaliser sur une partie du corps qui n'est pas agitée. Donc ça peut être un endroit très neutre, ça peut être le bout d'un petit doigt, ça peut être un bout de genou, un endroit évidemment où on n'a pas de douleur, évidemment, ni de sensations physiques trop importantes. Et de simplement poser son attention sur cette partie du corps. Voilà, ça fait partie des exercices, des façons de s'ancrer dans ce qu'on vit là maintenant. On peut ajouter aussi la respiration à la conscience de l'endroit du corps sur lequel on a fixé notre attention, mais ce n'est pas une obligation. Ça va dépendre des gens, de la situation, parce que parfois, vouloir absolument apaiser sa respiration quand on est très très anxieux, ça va générer une double anxiété parce qu'on n'y arrive pas. Donc, défocaliser l'attention sur quelque chose d'autre que la respiration. Mais c'est vrai que moi je l'ai déjà vécu en fait en période d'examen. Des fois on se dit mais je n'y arriverai pas. Et là on fait une bonne respiration et ça calme direct en fait. Et on peut le faire en salle d'examen, on peut le faire un petit peu n'importe où. Donc c'est ça qui est assez pratique finalement. Oui, l'un ou l'autre sont des exercices qui ne nécessitent pas d'être vus ou de faire quelque chose de très gênant. Donc ça peut facilement se pratiquer avant, pendant l'examen ou pendant même l'entretien d'embauche. On peut vraiment fixer son attention sur un pied par exemple, et là sans vraiment qu'on s'en rende compte, les choses s'apaisent en fait. On ne va pas d'un seul coup retrouver un état de zénitude absolu, pas absolu, ce serait mentir, mais on va se sentir quand même beaucoup plus présent là et serein. Oui, tout à fait. Waouh, ben je pense que là, on a fait le tour déjà de pas mal de petites techniques qui peuvent vous apporter plein d'informations pour cet fameux apprentissage. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un vrai plaisir pour Anne-Claire et moi de vous partager nos petits trucs et astuces. Que nous espérons vous être utiles. C'est ça. Et si vous voulez commenter les expériences que vous avez peut-être pu mettre en pratique sur notre Instagram, donc Acam Podcast, ça sera avec plaisir que nous relayerons les informations. Et puis, sans vouloir copier tous les podcasteurs, merci de faire le nécessaire pour qu'un plus grand nombre connaisse Acam, le podcast en duo, made in Luxembourg, léger, qui picote et donne envie de changer. Alors on like, on partage, on commente, faites-vous plaisir. Et si vous avez des suggestions, ce sera vraiment avec grand plaisir que nous les lirons. Et que nous en tiendrons compte, parce que ce podcast, c'est notre canal pour nous exprimer, mais c'est le vôtre également. À très vite pour notre prochain épisode. À bientôt.